Je pense que Tony Yoka, par exemple, nous aurait beaucoup aidé s'il avait été au bout de son aventure. C'est pas le cas, et c'est pas un reproche que je lui fais, mais ça aurait porté quelque chose. Tu mets le doigt sur un truc important, c'est qu'on a vu que donc, le palmarès ne suffit pas. Si on est sur un pays qui a ses 20 meilleurs boxeurs et boxeuses qui ont 95% de victoires, donc on a des boxeurs d'élite, on a des fondations qui sont excellentes en France, ça ne suffit plus en fait aujourd'hui. Et à votre avis à tous les deux, le chaînon manquant, qui permet aussi de réanimer le sport, ça tient à... Les médias ne font pas leur travail, on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que c'est pas une opportunité à l'ère des réseaux de mettre cette histoire racontée à la première personne par les athlètes eux-mêmes et c'est peut-être le manque de storytelling, faute d'infrastructure, peut-être qu'il faut s'emparer de l'opportunité de raconter sa propre histoire comme tu le fais Alex régulièrement en stream, comme Bruno le fait de plus en plus. Est-ce que c'est pas ça le radeau qui va permettre à nos boxeurs de rentrer dans la lumière? Ouais. On en avait parlé en off avant, mais c'est vrai que la meilleure personne pour raconter une histoire, c'est soi-même, et c'est vrai que je serai le plus transparent avec ce que je vis parce que je le vis et c'est d'autant plus intense et tu le ressentiras beaucoup plus dans mes mots parce que je l'ai vécu. Et c'est vrai que pour toucher un public moins averti, le meilleur interlocuteur c'est soi-même et c'est l'acteur de cette histoire. Et on a des tas de boxeurs d'élite. On a, pour citer Tony, qui est champion olympique des lourds, on a Soufiane Oumia qui est triple champion du monde, double vice-champion olympique. Enfin, on peut pas dire qu'on performe pas et qu'on n'est pas un pays de boxe. On n'en est pas là, mais c'est vrai que ces histoires-là, elles sont à raconter, elles sont à faire vivre aux plus jeunes et aux moins jeunes parce que justement, on a le vivier pour faire vivre ce sport et c'est un péché de le laisser dépérir comme ça. Le vivier, il est là. Le storytelling, c'est très important. Maintenant, à l'heure des réseaux, tu le dis, il y a ses avantages, il y a ses inconvénients. Il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui dans ce qu'on peut regarder, dans ce que les jeunes peuvent consommer. En un clic et en un scroll, ils sont passés à autre chose. Donc, il faut les accrocher aussi. Donc, ça va passer par du storytelling personnel, ça va passer par du storytelling médiatique, et ça va passer par des opportunités qu'il faudra saisir ou non. C'est là où moi j'insiste là-dessus, et c'est une autre fois pas un reproche pour lui, parce que c'est des boxeurs, et un boxeur peut perdre, et c'est la carrière, et il y a un adversaire en face, il ne combat pas tout seul face à un sac. Mais là, le storytelling qu'avait créé Tony, avec notamment sa compagne Estelle à l'époque, c'est-à-dire qu'on les connaisse au JO, médaille d'or, derrière on te suit dans ta fabrication de ta carrière, tu viens boxer que en France, parce que t'y tiens. Tony avait le coq sportif en sponsor. C'est pas anodin. Il voulait faire briller la France et que la France redevienne un pays de boxe. S'il avait affronté Alexander Usyk ou Tyson Fury ou Anthony Joshua dans un grand combat à Wembley, voire à Paris, à la U Arena ou des choses comme ça, est-ce que vous pensez sincèrement que les médias français n'auraient pas été dessus à fond et que le public ne l'aurait pas suivi? Absolument. Ça aurait été. Il y a eu un choix de storytelling, ceci tu viens de le dire en fait. Il y a eu un choix qui a été fait, donc éditorial. Sportif. C'est ça. Après, les bruits de couloir disent que Wembley peut être une option et un Joe Joyce pourrait être à l'horizon. Et tu vas voir que ce combat-là, on va beaucoup plus en parler en Angleterre, où il y aura l'idée de la revanche des JO, la revanche de Rio, et Joe Joyce, les Anglais considèrent qu'il a été volé ce jour-là. Et en fait, c'est en Angleterre qu'on va plus le mettre en avant. La France va avoir plus ce regard de dire, bon, bah, Tony essaye de se relancer, tout ça. Alors qu'on pourrait écrire une histoire sur ce combat-là, qui passionnerait les Français. Beaucoup de Français ont vu la finale olympique. Okay. Et c'est vrai, ils sont bouillants sur ce combat. Les Anglais, ils veulent cette revanche depuis la finale perdue. C'est vrai que j'ai beaucoup accablé les médias et la situation du panorama des institutions de la boxe en France, mais il y a aussi, on parle de storytelling et de réseau, il y a une réticence un petit peu des athlètes. Si tu veux, il y a deux modèles existants aujourd'hui. C'est soit tu es un athlète, tu fais une carrière athlétique et après tu développes une communauté, soit tu as l'inverse. Dans le monde de la boxe aujourd'hui, on l'a vu, Jake Paul, qui arrive avec une communauté, qui met un pied dans notre sport, et qui démultiplie les revenus. C'est-à-dire que lui, il a fait 100 millions de viewership avec Netflix sur Tyson, et on sait que les bourses de Jake Paul sont complètement disproportionnées par rapport à son palmarès. Personnellement, je crois en une troisième voie, qui consiste à ce qu'un athlète, d'emblée, alimente sa communauté de son épopée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, pour essayer de provoquer cette petite étincelle, en fait. C'est pas avant de donner la parole à Bruno, mais je sais que Bruno, par exemple, parce qu'on suit beaucoup sur les réseaux, il répond aux gens. Moi, j'ai déjà eu des DM de gens qui me disent « Ah, c'est génial, Bruno, il m'a répondu à mon tweet. » Ouais, et en fait, ça, tu crées du lien aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont passionnés, suivent l'histoire de Bruno et ont envie de voir où il va combattre, aussi grâce à ça, grâce à cette implication. Et sur le storytelling, moi, je me dis,
c'est imposant l'histoire du storytelling, parce que le storytelling c'est dans tout. Aujourd'hui on se lève, on entend parler de storytelling en politique, en entrepreneuriat, etc. J'essaie de le schématiser au niveau du noble art et de la boxe, et il y a 3 catégories qui ont émergé pour moi. Il y a celui de la créature mystique. C'était Sonny Liston, il a compris tout de suite Alex. Sonny Liston. Existe aussi dans le MMA. Roberto Duran, dans le MMA ça va être un Francis, ça va être un Pereira. Exactement. Mike Tyson. Donc ça c'est du storytelling où tu fais rentrer la bête. Tu vois. C'est pas le lot de tout le monde. Il faut avoir ce palmarès et cette capacité de... C'est légende. Roberto Duran, la légende. Il aurait tué un cheval à main nue sur un punch. Tyson, la légende des $10,000 où il dit laissez-moi rentrer dans la cage du silverback gorilla, du gorille à dos argenté. Donc il y a cette espèce de colonne vertébrale qui correspond à certains boxeurs, mais pas à tous. T'as le hard working man, tu vois, l'épopée qui peut emmener avec lui les gens comme Marvin Hagler. Mais Marvin Hagler, c'est pas un bon exemple parce que Marvin Hagler, il a commencé par une épopée du hard working man industriel et il a fini comme une créature mystique. C'est qu'une fois qu'il a été connu, On peut se transformer en bête mythique. on peut. Et le troisième, c'est, alors celui-là, il n'est pas pour tout le monde à mon sens, c'est le punchline artist, c'est le trash talker. C'est un modèle qui a été inventé par Ali, on en avait parlé, mais qui l'a fait avec élégance et subtilité. Je trouve qu'il Dîner derrière, hein, ouais. s'est dégradé, en fait, au fil du temps. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu en penses, toi, des punchlines, du trash talking, pour pouvoir justement aller happer? Ça fait vendre le combat. Je crois plus en effet qu'on puisse construire une carrière que là-dessus en fait, parce qu'il y en a plein d'autres qui le font, et parce qu'il y a plein d'autres milieux où il y a ça, et que la société est devenue beaucoup plus clivante sur beaucoup de points, et qu'en fait je suis pas sûr que ce soit le chemin à prendre. Mais la bête mythique, ça existe encore. Il y a une raison pour laquelle Inoue, on le surnomme le Monster, et que quand il arrive à Las Vegas contre Cardenas, l'affiche, elle met son nom en petit en bas, par contre en gros dessus, elle le met avec des griffes sur la route et elle marque The Monster is in town. Le monstre est dans la... Cette idée que les meilleurs boxeurs sont des bêtes mythiques, elle existe toujours. C'est ça, ça marchera toujours. Et finalement, l'alternative, du coup, ce serait... ouais, c'est ça, c'est de partager son épopée. Et aujourd'hui, toi, c'est voyage en terre inconnue, Bruno. C'est ça. Tijuana, ou peut-être qu'aucun de nous deux, peut-être toi, Alex, je suis jamais allé. Tu y es allé, il fallait oser y aller, tu vois. Quand on entend un peu la littérature autour de cette ville et la mystique autour de cette ville, on parle de créatures mythiques, mystique, Tijuana, c'est un peu ça. Riyad, Arabie Saoudite, qui est aujourd'hui, sans jeu de mots, la Mecque de la boxe. C'est ce genre de choses, j'espère, ce genre de passerelle qui va ramener les gens à court terme et à moyen terme dans notre sport.